Je suis très heureux de vous retrouver pour notre troisième leçon. Je vous rappelle que la première leçon est diffusée sur YouTube et je vous informe que la seconde le sera prochainement. Notre conférence de ce soir est consacrée au traitement psychanalytique de la dépression. Je viens de dire psychanalytique parce que nous, psychanalystes, nous cherchons non seulement à supprimer les symptômes dépressifs, en nous associant souvent à un psychiatre prescripteur d'antidépresseurs, mais nous cherchons encore, et c'est notre vocation, à supprimer chez nos patients les causes profondes qui ont provoqué leur dépression. Nous voulons non seulement traiter la dépression, mais aussi et surtout la vulnérabilité dépressive, la prédisposition à la dépression, et réduire ainsi les risques de récidive. Mais avant d'aborder notre question d'aujourd'hui, comment agir avec un patient dépressif, je voudrais vous rappeler les jalons du chemin que nous avons parcouru ensemble depuis notre première leçon. Pour ce faire, j'ai imaginé un patient déprimé, supralucide, qui serait capable de revenir sur son passé et de nous dire comment il en est arrivé à basculer dans la dépression. Écoutons-le. Tout au début, nous confierait-il, petit enfant, j'étais victime d'un traumatisme. Rappelez-vous, ce peut être un psychotraumatisme d'abandon. Rappelez-vous les trois sortes de traumatismes principaux que je dégage. Un psychotraumatisme d'abandon, un psychotraumatisme de maltraitance ou un psychotraumatisme de séduction. Donc, continuons. Écoutons-le. J'étais victime, dirait-il, d'un traumatisme qui a disloqué mon être et distordu son développement. Au moment même du séisme, immature que j'étais, je n'ai pas pu réagir. J'étais sidéré, frappé de forclusion. Une parenthèse. Je vous précise que frapper de forclusion veut dire que l'impact traumatique fut tellement violent que l'enfant a été incapable d'émettre des mots sur l'émotion brutale qui l'a envahi. C'est cela la forclusion. J'éprouve, mais je ne sais pas ce que j'éprouve. Forclusion signifie absence de symboles pour nommer l'émotion traumatique. En un mot, je dirais qu'un enfant est frappé de forclusion lorsqu'il n'arrive pas à identifier l'émotion traumatique qu'il vit. Il vit l'émotion, il vit le trauma. Trauma, c'est le nom qu'on donne à l'émotion traumatique. Il vit l'émotion, il vit le trauma, mais il ne sait pas dire, ni se dire à lui-même ce qu'il vit. Vous les voyez, forclusion est synonyme de suspension de l'autoperception et d'abolition du langage.
Reprenons maintenant le récit de notre déprimé supralucide. Il continue à nous parler. Je disais, poursuivrait-il, qu'au moment même du séisme traumatique, je n'ai pas pu réagir. Mais peu à peu, tout au long de ma vie de névrosé, s'est ancré dans le sous-sol de mon moi une frayeur médulaire. La peur indicible, viscérale, que le traumatisme ne réapparaisse jamais, tel un revenant. Je ne veux, dirait cet enfant traumatisé, je ne veux pour rien au monde revivre la douleur absolue qui m'a terrassé. Or, cette frayeur intrinsèque à mon être, cette frayeur médulaire, m'a poussé à installer en moi une défense imaginaire, une fabulation, un imaginaire non conscient, un bouclier de verre censé me protéger d'une nouvelle attaque traumatique. Certes, je n'ai pas pu réagir sur le moment, mais j'ai réagi ensuite pour me protéger contre le retour du traumatisme. Le problème est que cette défense imaginaire, ce bouclier de verre contre le retour du traumatisme, le problème, c'est que cette défense imaginaire a fragilisé ma vie, m'a rendu malade, m'a rendu névrosé. Quelle est cette défense? Je me suis inventé, dirait-il notre déprimé, je me suis inventé deux illusions qui ont façonné insensiblement ma personnalité prédépressive. L'illusion, je me suis inventé l'illusion d'un moi grandiose qui surcompense mon faible moi traumatisé, et je me suis inventé l'illusion d'un amour fusionnel et sécurisant qui surcompense la violence de mon agresseur. Traumatisé, je rêve de devenir intouchable. Blessé par un monstre, je rêve de vivre sous la protection d'un ange. Double illusion donc, double surcompensation du trauma, un moi grandiose et un amour indéfectible. Deux défenses post-traumatiques qui m'ont permis de rester unifié, bien que très fragile, malade, névrosé. Ces deux illusions sont indissociables. Je ne peux pas me sentir tout puissant sans être enveloppé, soutenu par le mirage de l'amour inconditionnel de mon partenaire auquel je reste désespérément attaché. Un mirage d'amour qui, tant qu'il vivra à l'horizon, me donne l'assurance de devenir un jour l'être parfait que je rêve d'être, de devenir un jour l'être le plus autonome si je suis phobique, d'être le plus admiré si je suis obsessionnel,
devenir l'être le plus chastement aimé si je suis hystérique. Voilà la bulle de la double illusion. Une bulle trop gonflée, prête à éclater, qui a fait de moi un névrosé prédépressif. Or, je dois ici compléter le propos de notre déprimé supralucide et vous dire que le sentiment de devenir un jour un moi grandiose alterne chez le prédépressif, chez les névrosés, avec le sentiment opposé d'être un moi craintif devant l'éventualité d'une nouvelle blessure traumatique. Un moi craintif qui se sent déprotégé chez les phobiques, un moi craintif qui se sent nul chez l'obsessionnel, et un moi craintif qui se sent mal aimé chez l'hystérique. Quand je vous parle comme cela, c'est mes patients qui parlent. Ce sont eux qui m'ont dit ces mots. Et que je vous... Ils me disent, continuez, docteur Nazio. C'est vrai. Ce sont eux qui m'ont dit ces mots et que je vous raconte. En fait, je ne suis qu'un transmetteur, un véhicule, un passeur entre mes patients et vous. Je continue. C'est pourquoi le névrosé prédépressif que nous recevons en consultation, se sentant viscéralement menacé par le retour de la douleur traumatique, eh bien, ce névrosé prédépressif nous apparaît tantôt rêveur et naïf, qu'on domine en lui l'illusion d'un moi grandiose. Tantôt, il nous apparaît tantôt tyrannique et hypersensible, qu'on domine en lui le sentiment d'être impuissant et désarmé devant la moindre privation, impuissant et désarmé devant la moindre humiliation ou devant la moindre frustration. 3 outrages que notre patient prédépressif ne peut pas tolérer, ni relativiser, car pour lui, être privé, humilié ou frustré signifie que son aimé lui a retiré définitivement son amour. Donc vous voyez bien, nous avons l'illusion du moi grandiose, c'est une défense imaginaire, et en même temps nous avons de l'autre côté, plus qu'une illusion, un sentiment d'avoir toujours peur de se sentir moindre, à l'opposé du moi grandiose, de se sentir misérable, se sentir nul, se sentir déprotégé. Et je vous demande, quand vous êtes devant des patients névrosés, je ne parle pas du déprimé encore, eh bien, prêtez attention à ces doubles mouvements qui apparaissent dans son discours. Par moments, vous avez l'impression de quelqu'un de rêveur et naïf, prétentieux même, narcissique. Et par moments, il se sent nul, il a peur, il se sent mal aimé, il se sent tout petit, il se sent médiocre. C'est à l'opposé. Ces 2 mouvements, je vous propose de le détecter, de le dégager dans votre travail d'écoute. Se sentant alors tantôt grandiose et naïf, tantôt minable et hypersensible, il est dans un état qui laisse présager la dépression. Ici, je voudrais apporter encore une autre précision sur ce qu'est l'illusion narcissique d'un moi grandiose. Je dis illusion d'un moi grandiose, je voudrais mieux cerner ça,
ne pas vous laisser avec une fausse idée. Je voudrais que vous compreniez que l'illusion d'un moi grandiose à venir chez les dépressifs ne prend pas la forme de l'image d'Épinal d'un surhomme. Il ne se dit pas « je vais devenir le plus grand ». Ce n'est pas tellement une image, c'est un sentiment, c'est un rêve. Le rêve de devenir un jour quelqu'un de valable et de ne vivre que pour y arriver. Ce rêve ne tient qu'à une seule condition, se sentir aimé de plein droit. Nous nous sentons tous aimés, mais nous nous sentons tous aimés de plein droit, quoi qu'il arrive. Ils se sont aimés d'un amour donné pour toujours et qu'on ne l'a pas à conquérir. Nous, pas les prédépressifs, nous conquérons en permanence l'amour. Je me sens aimé, mais pour moi, ce n'est pas donné tout de suite, pour toujours. Il faut le conquérir à chaque minute, parce que j'ai peur de le perdre. Le prédépressif, c'est pas ça. Pour le prédépressif, il fonctionne, il vit, il se sent aimé de plein droit et il ne peut rien arriver. L'autre m'aime toujours. Il ne partira jamais, il ne me retirera jamais son amour. Le prédépressif est un enfant roi, tant qu'il se sent aimé d'un amour absolu. Et c'est un roi déchu lorsqu'il ne se sent plus protégé, reconnu ou aimé. C'est très clair. Quand je vous le dis comme ça, et vous écoutez vos patients, vous le voyez tout de suite. Mais continuons avec cette idée du récit de notre déprimé supralucide. Il y a quelques jours, poursuivrait-il, j'ai reçu un coup de poignard dans le dos en apprenant que Catherine ne voulait plus de moi et me quittait définitivement. Depuis, je suis effondré. J'ai perdu l'illusion d'un amour indéfectible. J'ai perdu l'illusion rassurante de me croire intouchable et indispensable pour mon partenaire. À présent, je ne crois plus en moi. Je n'ai plus d'idéal qui m'anime. Anéanti par la trahison, j'ai senti que je n'étais plus rien pour personne, ni pour moi-même. Avec ces chocs, avec ce choc émotionnel dont nous l'avons parlé, déclencheur de la dépression, avec ce choc, qui est en fait quoi, ce choc? En fait, c'est un traumatisme bis, mais sans forclusion. Parce que là, le sujet, il arrive à penser ce qu'il vit. La douleur, il l'éprouve et il la pense. Ce n'est pas comme l'enfant. Avec ce choc, qui est en fait un traumatisme sans forclusion, continue à dire notre déprimé, j'ai sombré dans la désespérance et dans la dépression. Je suis déçu et profondément triste, mais aussi haineux envers Catherine, qui m'a trahi, et envers moi-même, qui n'ai rien vu venir. Dans la tristesse, je me dissous, tandis que dans la haine, je me rassemble et me tonifie.
Alors que la tristesse est une hémorragie pulsionnelle, un évidement, la haine est un sursaut d'énergie agressive. Et c'est la haine contre Catherine, retournée cette fois contre moi-même, qui alimentera durant tout l'épisode dépressif la rumination incessante de ma médiocrité. Voilà ce que nous aurait raconté un déprimé supralucide. Cette prosopopée du déprimé que vous venez d'entendre est la manière que j'ai choisie ce soir pour vous résumer ma théorie de la genèse de la dépression. Rappelez-vous la figure 1 que je vous ai distribuée la dernière fois et qui apparaîtra dans la diffusion de la leçon 2 sur YouTube. Eh bien, rappelez-vous la figure 1 où j'ai scandé la genèse de la dépression en 4 temps. Premier temps, j'avais écrit psychotraumatisme infantile. Deuxième temps, névrose prédépressive. Troisième temps, choc émotionnel. Et enfin, quatrième temps, dépression. En d'autres termes, le psychotraumatisme, ça je le dis, c'est ma position, il faut que je le dise, c'est pas comme ça dans les livres, des multiples livres consacrés à la dépression, vous ne trouverez pas cette façon de concevoir l'origine de la dépression. Pour moi, c'est le psychotraumatisme et l'origine de la dépression. La névrose prédépressive est la période d'incubation de la dépression. Le choc émotionnel est le déclencheur de la dépression. Et enfin, installation de l'état dépressif. Bien entendu, ce modèle de la dépression-genèse, c'est un néologisme que je vous propose, la dépression-genèse, ce modèle n'est pas un modèle dogmatique et vous devez le soumettre à votre pratique. Si vous l'avez accepté et assimilé, il vous faudra ensuite l'oublier quand vous serez devant votre patient dépressif. Il faut l'oublier et le retrouver plus tard lorsque vous réfléchirez sur son cas. À présent, je voudrais changer de ton et vous rappeler les principales définitions de la dépression que j'ai avancées lors de nos précédentes leçons. La première définition, c'est comme ça que j'ai commencé ma première leçon, la première définition est descriptive. Elle est valable aussi bien pour le généraliste, le psychiatre, le comportementaliste que pour le psychanalyste. Cette définition envisage la dépression comme un syndrome, sans tenir compte des causes qui la provoquent. Aussi dirons-nous, voilà ma première définition, la dépression est un ensemble de symptômes observables dont les plus caractéristiques sont une tristesse anxieuse et haineuse, très important, j'ai beaucoup travaillé ça lors de la première leçon, un obsédant et dévalorisant repli sur soi, et troisième symptôme observable important, la perte de tout intérêt pour la vie, pour les choses, pour les amis, pour le sexe, pour l'amour, pour le travail, la perte de tout désir. Voilà pour la première définition. La deuxième définition est nosologique. Ce n'est pas descriptif, nosologique. Pour nous, psychanalystes, la dépression n'est pas une entité en soi. C'est le symptôme d'une autre entité
que nous appelons névrose prédépressive. Aussi, dirons-nous, voilà la deuxième définition, la dépression est l'état qui s'installe après un choc émotionnel ayant rompu l'équilibre instable d'une névrose prédépressive. Rupture que nous qualifions de décompensation névrotique. La dépression est donc, c'est une autre manière de donner cette deuxième définition, la dépression est donc la manifestation d'une névrose qui s'est décompensée de la même manière qu'un accès de fièvre est la manifestation d'une bronchite chronique qui s'est aggravée. En un mot, la dépression est l'écume de la névrose. Or, avant de formuler la troisième définition, nous avons besoin d'établir clairement ce qu'est une décompensation névrotique. La décompensation névrotique est la faillite de l'élément stabilisateur qui jusqu'alors permettait au névrosé de vivre sa vie fuse dans un équilibre instable. Quel est ce stabilisateur? Nous l'avons vu, le stabilisateur de sa névrose, de sa vie, c'est une double illusion. L'illusion, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'un moi merveilleux à venir, nourri par l'illusion de recevoir de l'aimer, un amour sans défaut. Vous les voyez, la décompensation névrotique est la faillite de cette double illusion narcissique, qui est, rappelez-vous, la défense du prédépressif psychotraumatisé, c'est la défense pour ne pas avoir à retrouver la douleur d'un autre trauma. C'est la peur de spectre du psychotraumatisme, du revenant. Eh bien, cette double illusion permet au prédépressif de relativement vivre sa vie. Lors d'un choc émotionnel, il perd cette double illusion. Il perd la béquille, comme je vous l'avais dit lors de la première leçon. Maintenant que vous avez saisi ce qu'est la décompensation névrotique, donc nous pouvons passer à la troisième définition. Quelle est la troisième définition de la dépression? Qui, à l'opposé de la définition descriptive, envisage, oui, la dépression d'après les causes qui la provoquent et les mécanismes inconscients qui l'expliquent. La dépression, voici la troisième définition, la dépression est l'effet pathogène d'une désillusion. Formule que je complète en ajoutant la dépression est aussi l'effet pathogène de la haine contre celui qui a causé la désillusion et de la haine contre soi-même d'avoir été si crédule. C'est pourquoi la tristesse dépressive est toujours une tristesse acrimonieuse et irritable. En un mot, voilà la troisième définition. La dépression, ça m'a coûté des mois, des années, cette définition, mesdames et messieurs. Non mais c'est vrai, parce que là, on le dit, c'est d'une simplicité infantile. C'est mon drame. Je dis des choses d'une clarté, c'est une évidence. C'est ma souffrance. Eh bien, la dépression
est l'effet pathogène d'une désillusion triste et haineuse. Ça, c'est la troisième définition. Maintenant, allons à la quatrième définition. La première est descriptive. La deuxième, c'était nosologique. La troisième, c'est psychanalytique, à proprement parler. Comment je l'ai appelé? La deuxième, nosologique. Oui, la troisième, c'est psychanalytique. Et celle-ci, la quatrième, est psychopathologique. La quatrième et dernière définition de la dépression, c'est une application de notre théorie de la dépression aux trois formes cliniques de la névrose. La dépression chez les phobiques, c'est-à-dire chez le prédépressif qui, enfant, a souffert d'un psychotraumatisme d'abandon ou de rejet, et qui aujourd'hui souffre de troubles paniques ou agoraphobiques ou des phobies sociales, cette dépression phobique est la perte de l'illusion d'un amour surprotecteur et de l'illusion infantile de devenir un jour le plus autonome des êtres. La dépression chez l'obsessionnel, c'est-à-dire chez le prédépressif, qui, enfant, a souffert d'un psychotraumatisme de maltraitance physique ou morale, et qui aujourd'hui souffre de troubles obsessionnels compulsifs ou d'incontrôlables accès de colère, cette dépression obsessionnelle est la perte de l'illusion d'un amour admiratif et de l'illusion infantile de devenir un jour les plus inégalés des êtres. Et enfin, la dépression chez l'hystérique, c'est-à-dire chez le prédépressif qui, enfant, a souffert d'un psychotraumatisme, des tendresses excessives, des tendresses sensuelles, des tendresses caressantes, trop caressantes, ou d'abus sexuels, et qu'aujourd'hui, ce prédépressif souffre constamment des conflits amoureux et d'insatisfaction affective et sexuelle, cette dépression hystérique est la perte de l'illusion d'un amour chaste. C'est l'illusion d'un amour chaste et de l'illusion infantile de devenir un jour l'être aimé d'un amour sans sexe, d'un amour éthéré, d'un amour pour l'amour, d'un amour sans corps. Ça, c'est le rêve de tout hystérique. Voilà les 4 définitions de la dépression que je vous propose. Descriptive, nosologique, psychanalytique et clinique, psychopathologique. Mais je dois émettre, après que vous ayez entendu ces 4 définitions, je dois émettre maintenant une réserve et formuler une remarque. La réserve concerne le passage du psychotraumatisé au prédépressif et du prédépressif au déprimé. Disons-le clairement, tous les enfants ou adolescents ayant subi un psychotraumatisme ne deviennent pas forcément prédépressifs. Et j'ajoute, tous les prédépressifs ne tombent pas forcément en dépression. En revanche, la clinique nous a appris, m'a appris, que la majorité des patients déprimés ont subi un psychotraumatisme infantile ou adolescent et que la majorité des patients déprimés
ont été prédépressifs. Cette réserve est très importante parce qu'il ne s'agit pas, parfois on est soucieux d'établir clairement un modèle, comme je l'établis là, de dépressiogénèse, et pour être rigoureux et clair, soudain, c'est comme si on oubliait la variation normale de la vie. Ce n'est pas parce que j'étais psychotraumatisé, clair et net, que je vais devenir déprimé. Ou que j'étais prédépressif, que je vais devenir déprimé. Il faut que nous laissions, nous cliniciens et surtout des humains, que nous laissions la vie s'imposer et nous rappeler en permanence la variété qu'elle signifie, la part d'incertitude. Venons à la remarque. Après, je vais parler du traitement. Quant à la remarque, elle porte sur l'apparition de la dépression chez des patients qui, au-delà de la névrose, souffrent d'hypocondrie, souffrent des troubles de la conduite alimentaire, souffrent des troubles sexuels, de perversion, d'addiction ou de nombreuses autres pathologies comme la psychose. Dans tous ces cas, c'est mon interprétation, la dépression est aussi l'effet pathogène d'une désillusion. Même si la désillusion chez un alcoolique est différente, est très différente de la désillusion chez un hypocondriaque, par exemple. Voilà. Bien, le moment est venu de répondre à notre question de ce soir, comment agir avec un patient dépressif. Je préfère commencer en vous présentant d'emblée deux situations cliniques dans lesquelles nous voyons le psychanalyste à l'œuvre lors du premier entretien en présence de son patient dépressif. Je commencerai par le cas de Laurent et ensuite je vous présenterai le cas de la petite Clara, un nourrisson dépressif. Laurent vient me consulter dans un état de dépression aiguë. C'est un homme de 50 ans, marié, père de 2 garçons et responsable de production dans une grande entreprise de réseaux sociaux. Il est en arrêt de maladie. Il pense que son état dépressif est provoqué par un excès d'activité professionnelle. Il est convaincu qu'à force de brûler toute son énergie au travail, il a sombré dans la dépression. C'est ainsi qu'à l'instar de nombreux patients, Laurent étiquette sa souffrance du terme à la mode de burn-out. Après qu'il ait mentionné ses difficultés relationnelles rencontrées au travail, en particulier avec son directeur qui venait de le déplacer d'un service à un autre, je l'interrogeai sur les ruptures qu'il aurait pu vivre douloureusement dans le passé. J'ai appris alors qu'à l'âge des 2 ans, il avait perdu tragiquement son père dans un accident de voiture et qu'adulte, il avait été mortifié par 2 échecs sanglants. L'un infligé par son ami d'enfance, qu'il avait trahi en affaires, et l'autre échec sanglant, c'était la femme de sa vie qu'il avait brutalement quittée. Un mot essentiel sur l'apparence de Laurent. En le voyant devant moi, j'étais surpris par le contraste entre son allure de vieux rocker en jean, un vieux rocker, d'homme fort, je ne sais pas l'imiter, d'homme fort que rien ne peut atteindre. J'ai été surpris par ce contraste entre cette allure
d'homme fort, et en même temps, ses yeux tristes, mais surtout tendres, de petit garçon peureux. Ici, je voudrais souligner l'importance pour les psychanalystes que vous êtes ou pour le non-psychanalyste que vous êtes, peu importe. Je voudrais souligner l'importance des savoirs observer en un coup d'œil prompt la physionomie du patient qui vous parle et lire le message informulé de son regard. Je me dis toujours que l'on porte son visage devant soi, comme si nous révélions, sans nous en apercevoir, notre secret le plus intime, un secret que nous-mêmes nous ignorons. Un psychanalyste doit savoir visiter, comme le disait Emmanuel Levinas, visiter le visage de l'autre. Et j'ajouterai se laisser aspirer par cette fenêtre de l'inconscient qu'est la physionomie. C'est ainsi que je suis entré dans la profondeur du regard de Laurent pour y découvrir un enfant angoissé au cœur de l'homme triste qui s'efforce de se montrer dur. À la fin de ce premier entretien, en m'adressant à Laurent, j'opérais ce que j'appelle une rectification subjective, qui est déjà une interprétation à part entière de la dépression. C'est-à-dire, c'est une parole capable. La rectification subjective, c'est une interprétation à part entière de la dépression, c'est-à-dire une parole capable de faire éprouver au patient une émotion bouleversante de vérité. Qu'ai-je dit à Laurent? Qu'est-ce que j'ai rectifié? J'ai rectifié l'explication, selon moi erronée, qu'il avançait pour justifier son état. Je lui dis alors, avec des mots simples, opportuns, et comme s'ils étaient attendus, je lui ai dit que sa dépression n'était pas un épuisement dû au stress au travail, mais l'expression d'une amère désillusion. Je lui ai dit que derrière l'homme déprimé qu'il était, se profilait, je voyais, je sentais un enfant angoissé, sensible au moindre signe de désamour, et que lorsque son directeur que Laurent aimait et admirait comme un père et dont il se sentait aussi très aimé, que lorsque son directeur lui notifia son remplacement pour un jeune et brillant collègue, il a vécu cette décision non pas comme un simple changement de poste, mais comme une vexante rétrogradation, comme une inacceptable et injuste humiliation de la part d'un homme qu'il aimait et dont il se sentait aimé. Il a vécu cette mutation professionnelle, je lui ai dit ça, comme une trahison, comme l'impardonnable trahison amoureuse dont il avait tant souffert avec l'infidélité de Noémie, la femme de sa vie, qu'il avait trompée avec son ami le plus proche. Je préférais ne rien dire sur le fait que ces deux trahisons, celle du directeur et celle de Noémie, répétaient la toute première trahison de sa petite enfance, l'abandon qui avait signifié la mort subite de son père. J'ai terminé mon intervention en lui disant que les motifs de son état dépressif
était avant tout d'avoir perdu la sécurité tacite, naturelle, que lui assurait la confiance affectueuse de son patron. Nous savons, ça voilà ce que je lui ai dit, nous savons, à vous je vous dis ça, nous savons que tous les responsables mutés à contre-cœur ne se dépriment pas forcément. Seul se déprime celui qui, nous l'avons vu, nécessite impérieusement de se sentir aimé pour croire en soi. Pour moi, c'est ça, une bonne résumé du prédépressif, nécessite impérieusement de se sentir aimé pour croire en soi. Nous pouvons ne pas être aimés et nous pouvons continuer à croire en nous. Le prédépressif, non. Il ne peut pas continuer à croire en soi s'il ne se sent pas aimé. En somme, la rectification subjective m'a été inspirée par une idée qui m'est apparue clairement à la fin de l'entretien, mais qui frémissait en moi sans que j'en prenne conscience au fur et à mesure que j'écoutais le patient. Cette idée, pour être clair, je pourrais la décomposer en la séquence suivante. Premièrement, je n'oubliais pas que Laurent avait subi un psychotraumatisme infantile d'abandon avec la mort de père. 2. J'ai senti nettement qu'il avait été, il ne me l'a pas dit, mais je le percevais, je le sentais, je travaille, comme vous tous, si vous êtes des praticiens, avec ce que nous savons et avec ce que nous sentons. Bien sûr que nous sentons, il faut que ça soit valable si vous êtes un professionnel qui étudie beaucoup, qui travaille depuis longtemps, qui lit beaucoup et qui supervise. Là, d'accord, travaillez avec ce que vous sentez. Si vous ne supervisez pas, si vous n'étudiez pas, et si vous êtes trop jeune dans le métier, alors ne parlez pas de ce que vous sentez. Donc, là, j'ai senti, je me permets de vous le dire, moi, j'ai senti nettement qu'il avait été un petit garçon hyper protégé par une mère seule et très anxieuse. Que la mère avait inoculé, je l'avais demandé ça, il me l'avait dit que la mère était très angoissée. Et la deuxième idée, la deuxième partie, c'est la deuxième séquence, le deuxième maillon de la séquence, c'est que j'ai pensé donc, que Laurent était un petit garçon hyper protégé par une mère seule et anxieuse. 2, que la mère avait inoculé sa propre angoisse à son fils. Une angoisse qui pétrira sa personnalité et définira son caractère. 3e maillon, j'ai pensé encore que cet enfant surprotégé avait développé un moi hyper idéal, une fierté narcissique qui le rendait plus fragile que jamais. Plus un enfant est surprotégé, plus son moi se gonfle de toute puissance et moins il est capable d'amortir les contrariétés de l'existence. Plus un enfant est surprotégé, plus il est faible. Laurent, petit garçon, ne pouvait, selon moi, que correspondre à ce portrait d'enfant fusionnel avec sa mère. Comme il arrive fréquemment, le petit Laurent devait avoir 2 comportements opposés, capricieux et tyrannique à la maison avec sa maman, et inversement, timide et angoissé à l'extérieur avec les autres, avec les adultes. 4e maillon de ma pensée, une fois adulte, j'ai pensé que Laurent avait le besoin impérieux, sans s'en rendre compte, de se sentir aimé pour ce qu'il fait,
mais surtout de se sentir aimé pour ce qu'il est. L'amour protecteur est pour lui une drogue vitale qui ne doit jamais lui manquer. Enfin, récemment, survient la décision lui imposant de changer de poste, décision vécue avec la douleur de se sentir rejeté et la rage de se sentir trahi. S'installe alors en lui le syndrome dépressif, une tristesse invasive, des idées négatives de soi-même, une angoisse paralysante, une grande lassitude et la sensation d'une indicible vacuité. Je voudrais faire une dernière remarque à propos de la rectification subjective avec laquelle j'ai conclu ce premier entretien. Rectification que je tiens pour le premier pas déjà inaugural, lors déjà dans le premier entretien, le premier pas du traitement de la dépression. Beaucoup parmi vous penseront que mon intervention auprès de Laurent fut trop longue et trop détaillée pour une rencontre initiale. Il est vrai que j'ai préféré développer largement cette intervention inaugurale parce que j'ai appris depuis longtemps déjà que les paroles rectificatives conclusives du premier entretien, dites avec conviction, suscitent chez les patients le soulagement de se sentir compris et l'envie de commencer au plus tôt sa cure. Disons pour terminer que la rectification subjective que j'ai proposée à Laurent a suscité en lui un grand apaisement et a fait naître son espoir de guérir. Voilà pour Laurent. Venons au deuxième cas. Que je vous propose maintenant un autre exemple clinique particulièrement surprenant parce que la petite patiente qui souffrait d'une dépression du nourrisson a été soulagée de ses symptômes dépressifs en une seule séance. Évidemment, toutes nos interprétations psychanalytiques n'ont pas une efficacité aussi fulgurante, mais j'ai tenu à partager avec vous cette singulière séquence clinique parce qu'elle est une belle illustration de notre manière d'agir avec un bébé dépressif et plus généralement avec tout patient dépressif. Clara est une toute petite fille amenée par sa maman, chétive, elle a le teint livide, inhabituel chez un bébé. Son petit corps est sans tonus, elle ne mange rien et ne dort plus, à peine 3 heures par jour. Sa mère me dit avoir déjà consulté plusieurs pédiatres, mais sans résultat. Elle me précise qu'auparavant son bébé pleurait beaucoup, mais que depuis peu, au lieu de pleurer, Clara ne dort plus et garde toujours ses yeux grands ouverts et tristes. Au début de ce premier entretien, la petite fille est inerte, inexpressive, le corps abandonné sur les genoux maternels. Je me souviens très bien de cette séance. Je suis assis dans mon fauteuil. Il y a une petite table que j'utilise pour les enfants. Il y avait la table. Et là, comme il s'agissait d'un bébé et sa maman avec le bébé, la maman était derrière la table avec les bébés sur les genoux. Au bout d'un moment, je m'adresse à la mère et lui demande si elle-même dort la nuit. Mais je dors peu, docteur. Comment pourrais-je dormir si Clara ne dort pas? Et moi, dans ma quête de détails, toujours dans les détails, j'insiste. Mais dans le peu de temps où vous dormez, est-ce que vous dormez bien? La mère hésite
puis me répond, en fait, il m'arrive une chose affreuse. Dès que je m'endors, je suis aussitôt réveillé par un cauchemar horrible. Je vois debout, devant moi, ma sœur qui pleure et me parle. C'est comme une vision. Comment cela, lui dis-je? C'est ma sœur aînée, Lucie, qui s'est suicidée il y a 8 mois dans des conditions tragiques. Et cette vision me revient toutes les nuits depuis la naissance de la petite. C'est alors qu'elle éclate en sanglots. À cet instant, en voyant la mère en larmes, je me tourne vers le bébé. Je vois le bébé, c'est comme ma tête va vers le bébé. Je me tourne vers le bébé et sans même réfléchir, avec toute la conviction d'être pleinement entendu, je lui dis « Tu sais, Clara, je viens de comprendre pourquoi tu ne dors pas. Tu ne dors pas parce que tu sens que ta maman est triste et tu veux la protéger. Mais maintenant que je sais pourquoi elle pleure, je te le promets, je veux m'occuper d'elle. C'est moi qui veux m'occuper du chagrin de ta maman. Maintenant, je te l'assure, tu peux dormir tranquille. » Eh bien, lorsque je lui ai parlé ainsi, l'enfant a tourné la tête vers moi et m'a adressé un regard touchant d'intelligence. Elle n'avait plus les yeux mornes et sans éclat du début de la séance. Soudain, la petite Clara se redressait comme si son corps avachi avait repris vie, s'est blottie contre sa mère et a appuyé sa tête dans le creux de son bras dans un geste de soulagement et de répit. Certes, un bébé ne comprend pas le sens des mots, mais entend la musique émotionnelle des mots. Et là, ma musique était enveloppante et ferme à la fois. Sans doute, quand un analyste parle, quand un analyste interprète, au-delà du sens de ce qu'il dit, vivre la musique émotionnelle de sa voix, une musique qui s'accorde au rythme dominant du fantasme inconscient du patient, qu'il soit adulte ou enfant, peu importe. Je tiens cette musique de la parole émue d'un analyste pour la force pré-idéationnelle de toute interprétation réussie. Mais revenons au cas. 3 jours plus tard, après cette séance, quand j'ai revu la mère et sa fille, Clara, je vous assure, n'était plus la même et sa maman avait aussi changé. Que s'est-il passé? Mon interprétation a soulagé l'enfant parce qu'en lui assurant que j'allais m'occuper de sa mère, j'ai déchargé Clara d'avoir à le faire elle-même. Jusqu'alors, Clara n'avait plus de support maternel car la mère, tout absorbée par son chagrin, ne la portait plus. Aussi, en réaction à l'abandon, le bébé s'était projeté trop en avant pour son âge et s'est surpassé au-delà de ses forces pour protéger sa mère, non seulement par amour, mais aussi par instinct de survie. Parce qu'il lui fallait non pas d'être aimé, mais il fallait que la mère vive, que la mère ait des bras. Il lui fallait retrouver des bras forts qui la portent. Clara était épuisée par le force surhumain d'une veille interminable. J'avais l'impression que Clara, ayant l'âge du stade oral, vivait précocement le stade suivant, moteur anal, où un enfant se tient debout tout seul. Désespérée, cette fille, et en voulant devenir la mère de sa mère, elle est allée trop loin pour un nourrisson. En lui adressant une parole émue, en lui disant « Je m'occupe de ta maman, tu peux dormir tranquille »,
Je lui ai insufflé un élan régénérateur et lui ai signifié « Reviens à toi, retrouve ton innocence de bébé, repose-toi ». Comment ces mots me sont-ils venus? À l'instant même où j'ai vu la mère fondre en larmes, j'ai compris que la souffrance du bébé était de vouloir prendre soin de sa maman, de vouloir être la mère de sa mère. Cependant, ma compréhension n'a pas été l'aboutissement d'une réflexion. Bien au contraire, elle s'est imposée à moi en un éclair. Jusqu'à ce moment, je n'avais pas saisi la cause de la dépression de la petite fille. Il m'a fallu entendre le sanglot de la mère et la voir si tourmentée par la mort de sa sœur pour que spontanément je me tourne vers l'enfant, me concentre et ressente en moi ces tensions douloureuses et tristes. Quelle tension triste, quelle tristesse! J'ai senti la tristesse qu'elle avait d'avoir perdu le moi hyper idéal. Voilà l'hypothèse de la dépression que je vous propose toujours pour les prédépressifs. La dépression apparaît lorsque le prédépressif perd l'illusion de croire en lui. Ici, c'est le bébé a perdu le moi hyper idéal que toute mère incarne pour son nourrisson. Qu'ai-je alors ressenti? J'ai senti avec mon inconscient instrumental que la petite Clara vivait son corps comme un corps tétanisé, tout crispé, omnipuissant, étendu en avant, voulant retrouver anxieusement les bras qui ne la portaient plus. J'ai même imaginé, c'est comme ça me vient ces images, que ce corps fantasmatique était un corps au dos arraché, comme si en perdant le bras porteur de sa mère, Clara avait perdu son dos, un dos qui d'habitude restait moulé dans le creux des bras maternels. En vérité, le corps fantasmatique que j'ai halluciné était à l'opposé du corps atone, triste de la petite Clara. Devant moi, je voyais un nourrisson abattu. Mais dans mon écoute endopsychique, je voyais la figure d'un bébé hyper tendu, tout étiré vers l'avant, avec le dos dépouillé et voulant désespérément tenter l'impossible. C'est dire combien le corps tétanisé, halluciné dans l'écoute du psychanalyste, est bien différent du corps réel, éteint, du bébé déprimé, tel qu'il se présente dans la science. J'ai tenu à vous présenter ce cas d'un nourrisson prédépressif parce qu'il est pour moi une illustration éloquente de notre manière d'interpréter la cause de la dépression. Ce ne fut pas une interprétation rationnelle, mais une interprétation intuitive, éminemment émotionnelle. C'est ce type d'interprétation que je considère comme le plus efficace pour traiter un patient dépressif. Une telle interprétation est le résultat, attention, je voudrais être très clair là, une telle interprétation émotionnelle, intuitive, est le résultat de la double empathie qu'un psychanalyste doit établir avec son patient. Double empathie. Une empathie avec le vécu conscient du patient et une autre empathie avec le vécu inconscient du patient. La meilleure interprétation adressée à un patient dépressif est de lui dire non seulement ce qu'il ressent, mais ce qu'il ressent sans savoir qu'il le ressent. Et qui plus est, alors là, ça se complique, ce n'est pas donné à tous les professionnels, et qui plus est, lui dire également ce qu'a pu ressentir inconsciemment son partenaire, que ce soit son partenaire actuel ou son partenaire de jadis. Nous, thérapeutes, nous avons 3 ressentis à éprouver. 3.
le ressenti conscient du patient. Dans le cas de Clara, par exemple, j'ai ressenti la tristesse. Le ressenti inconscient du patient. Dans le cas de Clara, j'ai ressenti sa douleur dans l'effort surhumain de vouloir être la mère de sa mère. Et même, comme j'ai dit, le ressenti inconscient de la personne la plus proche du patient. Dans le cas de Clara, je ressentis l'impuissance d'une mère qui me disait « Je ne peux plus m'occuper de ma fille. Je suis impuissante, et je dois sentir ça. » Quand la mère pleure, je sens « Je ne peux plus m'occuper de ma fille. » Vous le voyez, j'ai dit une double empathie, il me faudrait parler d'une triple empathie psychanalytique. Voilà. Je viens de vous montrer l'action du psychanalyste lors du premier entretien avec Laurent et il y a un instant avec la petite Clara et sa mère. Ces interventions montrent déjà à l'œuvre le premier geste thérapeutique qui attaque la dépression à la base, non seulement en révélant au patient les causes qui la provoquent, les désillusions qui la provoquent, la haine qui la provoque, mais en entrant dans le fantasme nocif du patient pour le modifier de l'intérieur. Donc, je voudrais être clair, ces interventions, Laurent et Clara, montrent, que je vais à la base de la dépression pour révéler au patient les causes qui les provoquent, en particulier les différentes désillusions, et en entrant dans le fantasme nocif du patient pour le modifier de l'intérieur. Mais une fois la cure engagée, comment devons-nous agir devant un analysant dépressif? Pour être rigoureux, je vous propose 3 missions que doit accomplir un psychanalyste auprès de son patient. 3 missions. Avant tout, une prémisse. Je voudrais vous la formuler simplement. Je ne m'occupe pas seulement de l'homme déprimé, mais je m'occupe de l'homme narcissique qui se cache toujours derrière le déprimé. De la même manière, je ne m'occupe pas directement de la tristesse. Je m'occupe de l'illusion et de la perte de l'illusion qui a donné lieu à la tristesse. Voilà pour la prémisse. C'est ainsi qu'en présence d'un patient déprimé qui vient me consulter, je me dis, je souhaite réussir 3 missions essentielles. Je me dis qu'il va falloir réussir 3 missions essentielles. 1. La première mission, la plus difficile, concerne l'agressivité et le narcissisme. Je dis la plus difficile parce que c'est un travail double. Montrer au patient sa rage refoulée et corriger son moi endurci. Un moi tanné, endurci, tanné par l'amour, mais aussi par la haine, hypertrophié de lui-même. Cette expression, corriger le moi, correction du moi, cette expression correction du moi est employée par Freud, c'est Freud qui me l'a donnée, est employée par Freud dans une phrase qui me sert toujours de guide dans mon travail d'analyste et tout particulièrement avec les patients dépressifs. Dans les lignes que je vais vous lire, dans ces quelques lignes écrites à la fin de sa vie, Freud rappelle les 2 principales actions thérapeutiques du psychanalyste que nous pouvons parfaitement appliquer au traitement du patient déprimé. Il s'agit d'un passage
de son bel article de 1937. L'article s'appelle « L'analyse avec fin et l'analyse sans fin ». Cet article a été publié dans un volume qui s'intitule « Résultats, idées, problèmes », volume 2. Je voudrais vous lire ce passage. Notre effort thérapeutique, écrit Freud, oscille constamment pendant les traitements entre un petit fragment d'analyse du ça et un petit fragment d'analyse du moi. Dans l'un des cas, nous voulons rendre conscient quelque chose du ça, dans l'autre, corriger quelque chose dans le moi. Je répète, notre effort thérapeutique oscille constamment pendant le traitement, l'effort thérapeutique, entre un petit fragment d'analyse du ça et un petit fragment d'analyse du moi. Dans l'un des cas, nous voulons rendre, dans le cas du ça, nous voulons rendre conscient quelque chose du ça, et dans l'autre, corriger, voilà le mot que j'ai cherché tout à l'heure, corriger quelque chose dans le moi. Vous les voyez, les deux principaux gestes techniques de l'analyste, aussi à la manière d'un pendule, entre d'un côté faire prendre conscience aux patients déprimés de l'origine de son agressivité, de sa pulsion agressive, de sa haine, et de l'autre côté, assouplir le moi, l'influencer pour qu'il abandonne peu à peu l'amour et la haine crispés de lui-même. Je me souviens d'une intervention destinée à analyser un fragment du ça, comme dit Freud, relatif à la haine, à l'agressivité. Vous n'êtes pas, disais-je à une patiente dépressive, vous n'êtes pas un être méchant, vous n'êtes pas méchante. Vous êtes agressive, oui, mais parce que vous avez peur. Votre agressivité est une agressivité de défense contre le risque qu'on vous fasse mal à nouveau. En fait, vous attaquez, vous êtes agressive parce que vous avez peur d'être trahi une nouvelle fois. Voilà pour la première mission, traiter l'agressivité et le narcissisme. Venons à la deuxième mission. La deuxième mission concerne le caractère démesuré de l'illusion infantile d'omnipuissance. Ensemble, analystes et patients, nous devrons découvrir d'où est venue l'illusion. Comment s'est forgée cette illusion d'omnipuissance? Et peu à peu, apprendre ensemble à la tempérer, à la modérer. À propos de l'illusion démesurée, je me souviens d'avoir dit à une patiente lassée de tout et se plaignant de n'avoir jamais rien eu de gratifiant dans sa vie, de lui avoir dit « Ce qui arrive, c'est que par moments, vous êtes trop ambitieuse, un peu dévoratrice. » J'ai même dit « dévoratrice ». J'avais du mal, hein, vous allez voir. Vous voulez tout, comme la petite fille unique que vous étiez et qui obtenait tout de ses parents âgés. Vous rêvez de tout avoir et ensuite vous souffrez de ne pas avoir. C'est comme si vous ne saviez pas distinguer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et j'ajoute, sur le mode de la complicité, ça c'est très intéressant, sur la modalité d'intervention d'un thérapeute, sur le mode de la complicité, j'ajoute, comme si nous ne savions pas être humbles. Vous le voyez, je m'inclus. Je ne dis pas,
vous ne savez pas être humble. Je m'inclus comme si nous ne savions pas être humbles. De plus en plus je fais ça. De plus en plus je m'inclus. Dans ce qu'il ressent, dans les difficultés, bien entendu, je sors tout de suite. Mais en commençant, je m'inclus. Je m'inclus ici, pour cette patiente, dans le conflit intérieur de ma patiente, comme si je vivais la même exigence infantile de toute puissance, et en même temps, comme si j'étais la voix tempérante, modératrice de son surmoi. Si j'avais dit à ma patiente, vous manquez d'humilité, elle m'aurait rejeté tout de suite. Et du coup, elle aurait renforcé sa revendication. Derrière la plainte du névrosé dépressif, n'oubliez pas, vous trouverez toujours la vanité narcissique. Troisième mission. Finalement, la troisième mission que je m'assigne est de montrer aux patients déprimés le caractère obsessionnel et compulsif de ces pensées négatives. À mes yeux, le problème n'est pas tant le contenu négatif des idées que l'hyperactivité de la pensée stérile. Je le dis parce que la plupart de la littérature sur la dépression met l'accent sur le problème de la négativité des idées et qu'il faut modifier cette négativité en positivité. Moi, je ne le pense pas. Le problème pour moi, ce n'est pas la négativité des idées. Il faut attaquer la négativité des idées, mais par d'autres biais. Ce qui me paraît fondamental, le problème n'est pas de transformer le négatif en positif, comme on le dit souvent dans la littérature, mais de modérer l'afflux compulsif et insupportable de la pensée taraudante. L'hyperactivité de la pensée est une défense malade pour empêcher que les pulsions agressives n'affleurent à la surface. Voilà autre chose que je ne comprenais pas avant. Je savais qu'un obsessionnel était agressif et je savais qu'un obsessionnel était malade de la pensée. Bon, d'accord. L'obsessionnel, les traits d'un obsessionnel, c'est tout le temps il pense, de façon inutile, complètement inutile. C'est toujours des pensées inutiles et il le dit lui-même. Lorsque vous l'écoutez, il va dire « ça ne me sert à rien, je ne peux pas m'empêcher de penser ». 2. L'obsessionnel est agressif. C'est-à-dire il a des accès de colère. Un ton agressif. Par moment, ce n'est pas toujours. 3. L'obsessionnel veut tout contrôler. Et je me disais, mais, ou c'est peut-être quelqu'un qui m'avait posé un jour la question, mais monsieur Nasio, attendez, je ne vois pas comment vous faites un lien entre le fait de l'agressivité et de la hyperactivité de la pensée. Pourquoi? Comment s'explique-t-il que cet obsessionnel soit un hyperactif de la pensée et en même temps agressif? Quelle relation y a-t-il? Et la solution que je propose, c'est que c'est comme si le déprimé qui ressasse, n'est-ce pas, ses échecs passés. Je vous avais dit que les 3 symptômes typiques du syndrome dépressif, c'est la tristesse acrimonieuse, attention, irascible, anxieuse. Ce n'est pas une tristesse sereine. 2. Le repli obsédant sur soi. Et 3. La perte du désir. Eh bien, là, pour la rumination du déprimé, c'est une rumination obsessionnelle, n'est-ce pas? Même si le déprimé n'a pas été un prédépressif obsessionnel, là, il a un symptôme
dépressif obsessionnel. Alors, c'est comme si le déprimé qui ressasse ses échecs passés, qui rumine, qui réfléchit, qui pense tout le temps, qui ne peut pas s'arrêter. Il y a un patient qui m'a dit « Je fais ça, docteur, je tape ma tête, je ne peux pas arrêter. » C'est comme si on devait taper la tête pour arrêter la pensée qui s'impose. Et alors il me dit, c'est pas qu'il me le dit, c'est moi mon interprétation. Je réponds à la question qui m'avait été posée, comment se fait-il que quelqu'un qui a cette hyperactivité de la pensée soit en même temps agressif? Eh bien la réponse que je donne c'est celle-ci. Je pense trop, je ne peux pas m'arrêter de penser parce que tant que ma tête pense, je refoule mes pulsions agressives. C'est-à-dire que pendant le temps où il peut penser, il écrase, il empêche la pulsion agressive d'affleurer à la surface. Cependant, malgré tout, l'agressivité refoulée chez le déprimé fait irruption dans la conscience, rend la tristesse irascible et prend souvent la forme de tout contrôler. Comme je l'écris, mais je viens de vous le dire, ne l'oublions pas, vouloir tout contrôler est une forme d'agressivité. Voilà donc les 3 missions que je m'assigne en tant que psychanalyste d'un patient dépressif. Traiter l'agressivité et le narcissisme, traiter l'ambition et l'illusion infantile d'omnipuissance, et traiter la rumination obsédante. Avant de conclure, je voudrais formuler 2 recommandations importantes. En premier lieu, si vous croyez qu'il est opportun de réconforter votre patient dépressif, souvenez-vous que ce qui compte, ce ne sont pas les mots que vous lui dites, mais l'attitude engagée avec laquelle vous le lui dites. Votre conviction, votre musique, comme je disais tout à l'heure. Quand nous parlons, notre voix, notre musique doit traverser la tristesse et la haine sous-jacente du patient et essayer d'éveiller sa pulsion de vie qui sommeille. Une autre recommandation. Pour accompagner un dépressif en crise, ne discutez pas les motifs qui, selon lui, justifient sa détresse. N'entrez pas dans ses plaintes ou dans ses ruminations morbides. Laissez-le se plaindre et écoutez-le sans le contredire. Proposez-lui, au contraire, de parler de son enfance ou surprenez-le en l'invitant à aborder un autre aspect de sa vie actuelle qui le sort de ses obsessions. Quelquefois, je n'hésite pas à demander à mon patient qu'il s'asseye en face de moi, sur le bord du divan. Je prends papier et crayon et en m'appuyant sur une petite table basse, plutôt, je dis table basse, en fait c'est un tabouret qui a le siège plat, en m'appuyant sur un petit tabouret placé entre nous, je dessine avec lui le schéma de la genèse inconsciente de sa dépression. Le dessin devient alors une interprétation graphique qui non seulement suscite la curiosité du patient, souvent il me demande s'il peut emporter le schéma avec lui, mais suscite de surcroît un effet thérapeutique indiscutable. Bien entendu, l'importance de ces gestes ethniques ne réside pas dans les gestes lui-même, mais dans l'attitude mentale qu'il inspire. Et mon attitude mentale est de montrer au patient que sa dépression est le résultat final d'un processus où alternent des illusions infantiles et des cruelles déceptions. J'ai apporté ici un exemple. J'ai demandé au patient la permission, il m'a dit que oui.
que je pouvais vous apporter un exemple. Ça, c'est lui. Il a importé le dessin que nous avions fait. Il est allé chez lui. Il l'a refait à sa façon en mettant une couleur. Et ça, c'est l'évolution de avant sa dépression, la dépression, le deuxième épisode de la dépression. Donc, c'est très intéressant parce que là, on voit bien, éventuellement, je suis en train d'écrire sur ce cas, et on voit bien, c'est très net, d'abord, l'élément psychotraumatique n'apparaît pas, quoique il y a un peu, ici je l'ai marqué moi-même. Ensuite, en lui apparaissent les premières difficultés, la première dépression, ensuite la deuxième et la troisième. 3 épisodes dépressifs. Et c'est lui qui a dessiné ça. Après que nous l'ayons fait un brouillon. Mais cela, c'est un autre cas que je suis en train d'élaborer. Un dernier mot pour terminer et pour vous parler de notre métier d'analyste. Nous savons que le travail est un excellent remède pour éviter la dépression. Chaque fois que nous donnons un rendez-vous à un patient, chaque fois que nous nous projetons dans le futur, nous affirmons, sans nous en rendre compte, la volonté, comme le dit Spinoza, la volonté de persévérer dans notre être. C'est-à-dire la volonté de continuer à exister, d'exister le plus possible et développer au maximum notre moi. Cette poussée vers l'avant, ce désir de persévérer, pour moi c'est le mot le plus fort, l'idéal le plus chéri que je garde, c'est de persévérer. Ce n'est pas de réussir, c'est de persévérer. Ce n'est pas réussir. Cette poussée vers l'avant est tout à l'opposé de la tendance du déprimé à se recroqueviller et contracter son moi. Ne pourrions-nous dire alors, ne pourrions-nous pas dire alors que notre pratique clinique nous préserve de nos propres tristesses? L'exercice de l'écoute que nous pratiquons chaque jour est un apprentissage permanent à être disponible. Nous apprenons qu'est-ce que c'est que être disponible sans penser que nous le sommes. En écoutant la plainte de mon patient, je laisse de côté mes tristesses, je m'oublie moi-même et paradoxalement, je suis plus que jamais moi-même. Je vous remercie. Merci, Dr Nalgio, pour cette belle conférence. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait cliniquement de cette trilogie, l'abandon, la séduction et la maltraitance? Oui. Comment on gère ça dans la dépression? Alors, d'abord, ça c'est les résultats du travail clinique avec tant de patients que nous voyons. Ce que lorsque vous voyez la dépression, lorsque vous êtes avec des patients dépressifs, comme je dis, la majorité a toujours eu un psychotraumatisme infantile ou à l'adolescence. Par exemple, le cas de cet homme que je viens de vous montrer, il y avait un psychotraumatisme qui était initialement, c'est comme une combinaison. Cet homme avait eu un psychotraumatisme avec une mère
qu'il n'avait pas pu avoir une grossesse avec un enfant. Finalement, après beaucoup de tentatives, elle réussit à avoir cet enfant. Donc, lorsqu'elle réussit cela, elle se jette fusionnellement sur l'enfant. L'enfant devient son objet, le trésor le plus précieux. Et voilà-t-il que, à la 3e année de l'enfant, va naître une petite fille. Mais une petite fille prématurée. La mère, à ce moment-là, le délaisse, le met, parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper, le met chez la grand-mère. Là, il y a 2 psychotraumatismes. Un, celui, je dirais, d'une tendresse excessive, certainement caressante, sensuelle, de la mère avec son enfant trésor, et tout de suite après, le vécu d'un abandon. Le temps passe, l'enfant ne trouve plus la place auprès de sa mère, le temps passe, et il va découvrir que le grand-père, c'est le seul interlocuteur, c'est le seul homme le seul membre de la famille dont il va se sentir rassuré et qui va lui donner, le reconnaît. Il se sent reconnu par ce grand-père. Et voilà-t-il que ce grand-père va mourir soudainement quand il a 12 ans. Alors là, il y a un 3e psychotraumatisme d'abandon, mort des lettres, que d'après lui, c'était le seul qui vraiment le reconnaissait comme tel. Voilà, c'est pour qu'on ne soit pas schématique. C'est moi qui ai schématisé ce que j'ai entendu de tout, mais si vous lisez par exemple des textes sur la dépression, faits par de nombreux collègues psychiatres, psychanalystes aussi, ils vont parler que la dépression commence avec un stress. Mais on ne précise pas de quel stress s'agit-il. Je propose cette distinction, 3 sortes de stress. Je ne parle pas de stress, je trouve que c'est vague de dire stress. Prenez le livre, allez à la littérature sur la dépression. Ils disent le stress en général. Non, il y a soit l'abandon ou le rejet, quelquefois réel, quelquefois vécu. Cet enfant n'a pas été rejeté, cet enfant n'a pas été abandonné à 3 ans ou à 2 ans. La mère n'a pas pu s'occuper de lui, il l'a délaissé parce que la vie a obligé qu'elle s'en occupe d'une petite sœur malade. Mais il vit ça comme un abandon. D'abord, il y a eu, je dirais, un traumatisme, un psychotraumatisme de tendresse sensuelle excessive. 2, un psychotraumatisme d'abandon. 3, plus tard, un autre psychotraumatisme d'abandon. C'est pour vous dire que ces distinctions, abandon ou rejet, 1, 2, séduction sensuelle, ce n'est pas simplement la tendresse. Tous les mères adorent leurs enfants. Tous les pères adorent les enfants. Mais il y a des tendresses qui sont des tendresses nocives. Cette expression des tendresses nocives, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est Freud. C'est rare, il ne parle jamais. Mais quand il parlait, j'ai découvert qu'il parlait d'une tendresse nocive, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Des tendresses innocentes d'une mère qui traite l'enfant comme si c'était son objet le plus précieux, sensuellement précieux. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est une manière d'apporter un éclaircissement pour le clinicien que nous sommes, de savoir distinguer 3 sortes de psychotraumatismes majeurs, abandon ou rejet, 2, maltraitance physique ou humiliation morale, et 3,
séduction, abus sexuel, séduction, c'est l'hystérie. Et je propose l'abandon au rejet donne lieu à la phobie, la maltraitance physique ou morale donne lieu à l'obsession, et la séduction ou la caresse ou la tendresse excessive donne lieu à l'hystérie. C'est pas dogmatique, ce sont des pistes pour que vous écoutiez vos patients avec une théorie dans la tête, avec un projet dans la tête. Donc, mais bien entendu, beaucoup des patients présentent différents psychotraumatismes. Rappelez-vous que dans le psychotraumatisme, peut avoir un événement d'une fois. Par exemple, pour notre patient, c'est la mort soudaine du grand-père, mais il peut y avoir un psychotraumatisme en micro-impact traumatique, durable. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas aigu, ce n'est pas en une seule fois, c'est en plusieurs fois. Ça peut durer 1 année, ça peut durer 2 années, 3 années. Par exemple, des psychotraumatismes d'obsession, des patients obsessionnels où la maltraitance des parents ou du père ou de la mère a été permanente. Ça a duré plusieurs années. Ce n'est pas une fois. L'autre élément important pour le psychotraumatisme, c'est que le sujet, le patient, a pu être soit victime, attention, soit témoin. Combien de fois j'ai vu des patients obsessionnels dont le psychotraumatisme était d'être témoin, d'avoir été témoin des disputes violentes des parents, des cris violents des parents. Ça aussi, c'est la maltraitance. Là, il n'est pas victime directe, il est témoin. Donc, l'enfant, le patient peut avoir été enfant traumatisé, soit victime, soit témoin, et quelquefois acteur. C'est une patiente qui m'a appris ça. Une patiente obsessionnelle, je me souviens, ça fait longtemps, on parlait, moi j'avais cette idée en tête, il faut travailler avec des idées en tête, pour les corriger, pour la vérifier, et pour se guider. Moi je suis contre l'analyste qui travaille sans idées en tête. Moi je crois qu'il faut toujours avoir des idées en tête, et les oublier sur le moment même, et avoir l'idée en tête. Et j'avais cette idée de l'obsessionnel qui avait qui a souffert, qui a subi un psychotraumatisme de maltraitance. Et je cherche avec cette patiente nettement obsessionnelle, et je cherchais le psychotraumatisme de maltraitance, je ne le trouvais pas. Non, jamais j'étais maltraité. Bon. Et vos parents? Et vos parents? Non plus. Oh, zut. Et un jour, elle me dit, mais en fait, je me sens très coupable. De quoi? Parce que c'est moi qui maltraitais mon frère. J'ai écrasé la tête de mon frère sous les pieds, mais je l'ai fait plusieurs fois. Ah, donc d'accord. Ah, c'est pas vous qui avez été maltraité, c'est pas les parents qui étaient, c'est vous qui étiez la maltraitante. Oui, et d'ailleurs c'est la culpabilité, c'est pour ça que je viens m'analyser avec vous. C'est parce que j'ai le sentiment d'une forte culpabilité. Donc, elle m'a appris qu'il faut dire que l'enfant traumatisé peut être victime, témoin ou acteur, bourreau. Ça, c'est donc, ce sont des orientations pour comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'origine de la dépression, je vous ai dit que l'origine de la dépression, rappelez-vous les 4 schémas: psychotraumatisme, névrose prédépressive, choc émotionnel, dépression. N'est-ce pas? Eh bien, je ne l'ai pas dit avant, c'est de cette dernière leçon que je le dis. Le choc émotionnel, en fait,
c'est un traumatisme, mais sans forclusion. Je l'avais dit tout à l'heure, mais je le répète pour bien comprendre que le choc émotionnel est finalement l'équivalent d'un traumatisme adouci. Et ce que vit Laurent lorsque le directeur ou Noémie l'a trahi, c'était en fait la même douleur qu'il avait subie avec la mort tragique de son père soudaine, lorsqu'il avait 2 ans. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur ce problème. D'ailleurs, aujourd'hui, chose que je n'ai pas fait la dernière fois, j'ai décrit le plus proche possible quelles sont les réactions post-traumatiques. Il y a le trauma et qu'est-ce qui se passe post-traumatique. Et c'est là que je propose l'idée de la création, de l'invention d'une fabulation. J'appelais ça un bouclier en verre. M'est venue cette idée d'un bouclier en verre, d'une imaginaire hypertrophiée. Et c'est ça qui correspond à ce que nous avons parlé il y a déjà quelque temps, que la névrose, c'est une maladie imaginogène, c'est-à-dire provoquée par une distorsion, une maladie de l'imaginaire. Voilà. Bon, je peux continuer comme ça. Beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on garde pour l'année prochaine. Eh bien, je vous remercie. Cela m'encourage beaucoup, vos applaudissements. Merci, merci beaucoup. Merci. Vous n'arrêtez pas. Merci, merci beaucoup.